Et bonjour, Bonjour monsieur. ça va? Ben oui, comme un mois de décembre. C'est pas mon mois préféré, mais Ouais, je il sais. y en a un par an. Il faut le C'est passer. ça. Voilà. Alors, comment tu veux t'appeler? Je peux m'appeler. J'avais fait un truc, j'avais choisi un prénom, mais on s'en fout, on peut en prendre un autre. Hein. Jacques. J'aime bien Jacques. Jacques, cette étude de cas sera un petit peu particulière pour deux raisons. La première, c'est que d'habitude, je n'ai aucune idée, je n'ai pas la moindre idée des motifs pour lesquels vous appelez. Bon, à part qu'évidemment, si vous voulez une étude de cas, c'est que vous avez un dilemme personnel ou professionnel. Mais la particularité, c'est que, bon, à part celle que tu as accepté d'être enregistrée, donc je te Tout à rappelle, fait. blabla, tu as accepté, et tu dois choisir une durée pour laquelle tu acceptes, et cette durée ne doit pas excéder 99 ans. Ouais, 99 ans, c'est bien, on va partir là-dessus. On va dire 98 pour être tranquille. Donc tu acceptes d'être diffusé sur Spotify, Deezer et tutti quanti pendant 98 ans sous le pseudo de Jacques. Et Jacques, je te laisse le présenter, ou tu veux que j'explique la petite particularité de ton cas? Comment tu veux faire? Vas-y. Je peux te laisser introduire et puis je commenterai si besoin. Alors, Tu vois le détail. Jacques se trouve être mon tout premier client VIP. Voilà, tout Ça. simplement. Rappelle-nous la date. En fait, avant que l'offre sorte, je lisais le site, hein, puisque à l'époque c'était le site, et puis j'ai assisté parfois à des séminaires qui à l'origine étaient en physique non enregistrés, et puis je m'étais dit que peut-être un jour il y aurait une formule abonnement qui permettrait d'accéder au contenu de manière un peu moins chère. Et j'avais ça dans un coin de ma tête, et puis le jour où l'offre VIP est sortie, j'ai reçu un mail, comme toute la base client, je pense, de Stéphane. J'étais devant mon ordi, donc je me suis logué tout de suite et je me suis dit voilà, c'est ça que j'attendais, donc je vais souscrire. Donc le temps de trouver ma carte, de créer mon compte, de trouver le bouton, etc. Ça a dû prendre, je sais pas, une grosse demi-heure. Et ensuite, j'ai reçu mon petit mail de confirmation. Oui, alors attention, maintenant, ça ne prend plus une demi-heure. Maintenant, c'était qu'à l'époque, Oui. évidemment, on venait de... c'était le tout début, donc c'était peut-être un petit peu plus artisanal. Oui, voilà. Et puis bon, c'était le temps que moi aussi je comprenne tout ce nouveau contenu, hein, qui venait d'être publié sur le site, cette nouvelle offre qui venait d'être lancée, etc. De tout lire et compagnie. Et c'était en quelle année? C'était en 2015. C'était en 2015, en novembre. Non, en octobre, en novembre 2015. Et voilà, novembre 2015, novembre 2022, retour d'expérience sur 7 ans. Et comme une de mes vocations, c'est d'apprendre aux gens à exercer leur discernement, j'apprends toujours aux gens à à valoriser d'autant plus comment on dit en français, recensioni, les reviews, les avis, les retours d'expérience, quand le côté émotionnel du waouh, amazing, blablabla, life changing, tout ça, est passé. Moi, je suis créateur de contenu sur YouTube, mais je suis également consommateur de contenu sur YouTube dans les domaines qui m'intéressent. Et entre deux reviews, entre deux tests, je préfère toujours un test qui s'appelle machin, 3 ans je sais pas, mettons, je sais pas quoi, j'ai telle paire de godasses de sport depuis 2 ans, je vais vous faire un feedback, plutôt que je viens de l'acheter, waouh, j'ai à peine mis le pied dedans, c'est incroyable. Tu vois? Oui, Donc, c'est certain. Hein. ça fait moins de vues, mais c'est toujours plus instructif. C'est très facile de convaincre, si on connaît un peu la psychologie, c'est très facile de transformer un avis client de quelqu'un qui vient de s'inscrire et de le faire par la maïeutique, de le faire avouer, de le faire accoucher qu'il a jamais vu un truc pareil, etc. Par contre, quelqu'un qui appelle au bout de 7 ans et qui accepte au bout de 7 ans de donner de son temps pour faire un feedback, ça c'est beaucoup plus rare, et je vous mets au défi. D'abord, j'ai pas de compétiteur direct à ma connaissance. Là, depuis 7 ans, non. Et même chez les autres influenceurs qui ont des offres de formation, de conférences, de séminaires, de ce que vous voulez, je vous mets au défi de trouver des clients qui témoignent après 7 ans de bons et loyaux services, et qui sont, voilà,
sympathique, tu confirmes que je t'ai pas payé, que tu m'as appelé spontanément pour me dire ça, pour quasiment presque en t'excusant presque à la limite de te désinscrire, etc. Donc voilà, si tu veux dire un mot donc à ceux qui hésiteraient, vas-y, et puis j'imagine que tu as également une étude de cas, une question. Bien sûr, bien sûr. En fait, moi ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, cette offre VIP a le mérite d'exister. En plus, ça a le mérite d'exister dans plusieurs formules, hein, puisque bon, initialement, ça n'existait pas. Et puis ensuite, quand tu l'as lancé, il y avait que la formule avec une demi-journée. Les autres sont arrivés après. Bon, moi, j'ai conservé celle-ci. Avec le temps, à l'époque, on était obligé de prendre le séminaire du mois, celui que je donnais. Exactement. Si on était en mars, vous deviez prendre le séminaire du mois de mars. Tout à fait. Et donc du coup, aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que la flexibilité qui est offerte par tous ces abonnements-là permet en fait de s'inscrire et de commencer à bénéficier de ces contenus en fait assez tôt. Et je serais même tenté de dire que c'est d'autant plus intéressant qu'on commence à s'intéresser à ça avant d'avoir un vrai problème, parce qu'ensuite mais là tu prêches un convaincu, et hélas on prêche dans le vide. On prêche dans le vide, parce que là, on va tellement à rebrousse-poil de la psyché ou psyché, d'ailleurs, je ne sais jamais comment on dit. On va tellement à rebrousse-poil de la psyché humaine instinctive, en tout cas occidentale, que j'apprécie ce que j'entends, mais je sais très bien que les gens attendent, surtout les hommes, attendent toujours d'être au pied du mur dans un dilemme insoluble, pour appeler, et c'est généralement toujours trop tard. Voilà. Mais même moi, parfois, je tombe dans ce biais. Tout le monde sait que j'ai recours régulièrement, mais pas tous les jours, mais tous les quelques semaines, quelques mois, à de l'ostéopathie ou à de la chiropraxie. Et à chaque fois que je me force à y aller quand tout va bien, je trouve la séance plus bénéfique que quand j'y vais, alors que j'ai très mal, j'ai un point. Toi, quand tu as un nœud quelque part, le thérapeute n'a le temps que d'enlever le nœud. Et puis la séance, elle est finie. Quand tu n'as pas de nœud, il te fait des exercices en tout cas, s'il est bon, il te dit pas, vous avez rien, cassez-vous. Il te fait des exercices de posture, de respiration, de prise de conscience corporelle, et tu sors vachement plus avancé que si on t'avait juste enlevé ton nœud. Et même le sachant, j'ai tendance à attendre d'avoir mal quelque part pour y aller. Ouais. Tu vois, alors je le sais. Donc c'est humain, on est comme ça. On est imparfait. Voilà, donc pour les personnes qui vont écouter et qui vont peut-être aussi se dire les détracteurs, etc. Si la personne a besoin de 7 ans pour ceci, pour cela, c'est peut-être parce que c'est trop long. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, oui, c'est une bonne. Moi, je me suis inscrit avant d'avoir un quelconque besoin. Mon entrée au club VIP dans les conditions qui étaient les conditions initiales, c'était pas comme ça que je connaissais Stéphane avant. Je connaissais son travail avant qu'il ait son propre site. J'ai assisté, comme je l'ai dit en introduction, à des séminaires physiques non enregistrés, tels qu'elles étaient dans les formules du Train Bleu à l'origine. À l'époque, le tout premier contact, article gratuit, etc. J'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 35. Il est certain. Tu as doublé d'âge. J'ai presque doublé d'âge, ouais. Mais j'ai aussi construit une représentation des relations sociales en utilisant en partie des briques qui ont été la compréhension que tu apportes aux gens. Puis tu t'es marié aussi, je crois, si je peux me permettre. Bien évidemment, je me suis marié, j'ai eu des enfants récemment, mais tout ce que j'ai fait... Donc les haters ne pourront pas dire que tu es sur le marché du speed dating et de Tinder depuis 7 ans, non. Et
pour être tout à fait honnête, ça fait un moment que je n'y suis plus, bien évidemment. Non, tu es marié, tu as des enfants. Je ne me suis pas marié dans l'urgence, je n'ai pas fait mes enfants dans l'urgence, j'ai choisi la femme avec qui je me suis marié. Ce n'était pas ma voisine de TP, ni au lycée, ni en classe préparatoire. Donc voilà, j'ai réussi à construire tout ça, en partie parce que dans ma représentation des relations et de ce que tu peux attendre de ta propre vie, j'avais des clés qui ne m'étaient pas données, ni par... on va dire l'école, ni la grande consommation, ni même les parents. J'ai eu la chance de bénéficier d'une vision qui n'est pas forcément la vision unique dans laquelle communier, mais qui est une vision extrêmement intéressante, qui est la vision résultante d'une compréhension approfondie du travail de Stéphane. Oui, et bon, on va arrêter là parce qu'après ils vont plus y croire, ils vont penser que tout est préparé. Mais je rappelle une énième fois que quand les gens parlent de mon travail, quand vous entendez ou lisez quelqu'un sur Internet parler de mes, ouvrez les guillemets, travaux, demandez toujours si la personne a mon contenu payant. Parce que YouTube et les blogs, et bon, les forums n'existent plus, mais on va dire YouTube et mon ancien blog et les réseaux sociaux, ça n'est pas mes travaux, d'accord? C'est de la gnognotte, on est là, on anime, on est visible, on se montre, on se fait entendre, on rigole. Mais c'est pas mon vrai travail. Mes vrais travaux, c'est dans le contenu payant. Donc arrêtez de dire oui, je connais son travail, parce que vous avez vu 3 shorts sur TikTok. Non, ne confondez pas. Donc dans cette logique de réflexion, on va dire, un peu plus profonde que j'ai un problème, j'ai besoin de ma solution. Moi, je t'appelais parce que j'aimerais avoir ton avis sur un sujet qui est important pour moi et sur lequel aujourd'hui, allons-y pour la toute dernière fois. Toute dernière fois. Je suis persuadé, et je pense que tu l'es aussi, on suit tous les deux les travaux de Jean-Marc Jancovici notamment, qui réfléchit sur les limites physiques de notre monde dans le sens oui, et depuis notre civilisation industrielle. Depuis avant qu'il ne devint populaire, hein, parce que maintenant il est partout. Oui. Moi j'en parlais avant qu'il ne soit partout. Bien sûr. Donc du coup la question c'est... ce serait quoi pour toi les bons réflexes? Ce serait quoi pour toi les bons chemins à prendre pour arriver à s'organiser personnellement dans son écosystème, on va dire famille proche, amis très proches, de manière à avoir une certaine résilience à l'adversité. Bon, alors je suis pas en train de parler de l'adversité de type bunker souterrain, on s'enferme avec des paquets de papier, etc. J'y crois très moyennement parce que bon, s'il y a une guerre nucléaire et qu'il y a les 99% de l'humanité qui se fait wipe, ben autant se faire wipe aussi. On va pas vivre dans l'Armageddon. Mais admettons que la situation soit soutenable, mais qu'elle change. Que notre paradigme de vie change, que la civilisation fossile s'arrête pour donner lieu à quelque chose d'autre. Comment se préparer? Comment réfléchir à sa propre sobriété? Comment réfléchir à sa propre résilience? Quelles sont les choses dans lesquelles investir sur soi, financièrement aussi peut-être, etc. Tiens, c'est très drôle, j'ai enregistré ce matin. Alors, les gens qui nous écoutent ne vont pas voir la concomitance des temps, mais j'ai enregistré ce matin une vidéo qui sera diffusée Dieu sait quand, mais je promets, je jure que je l'ai enregistrée ce matin, et où je me défendais, je promettais de ne jamais donner de conseils en placement, en investissement ou financier d'une manière ou d'une autre. Et le même jour, la question arrive. C'est drôle quand même. Ouais, voilà. Bon, alors après, dans cette logique-là, c'était plutôt de quoi est-ce qu'il faudrait éventuellement être propriétaire? C'est quoi la logique? Les terres, la campagne, la maison, ou alors voilà. En fait, voilà, la question. Je voudrais ton avis sur comment on s'organise, parce que je sais que tu es quelqu'un qui aime bien aussi avoir une direction, une planification, une logique, et donc j'aimerais que tu la partages avec moi si tu es d'accord pour l'avenir. Oula, tu me prêtes bien des vertus, j'en ai pas autant. Ce que je peux te dire dans l'ordre.
c'est que je n'ai jamais trop cru d'abord au mythe non pas du zadiste, mais du badiste, la base d'autonomie, comment ça s'appelle, base autonome durable, là, tous les conseils visant à filtrer son eau, à boire son pipi, à stocker je ne sais quoi, bon. La réalité, c'est qu'en fait, j'ai rencontré et je connais beaucoup de gens, plusieurs personnes qui se prévalent de ce mode de vie, et ça ne correspond, alors je ne citerai personne, mais ça ne correspond absolument pas à leur vie réelle. Ce sont des bourgeois qui habitent dans les capitales européennes, françaises, suisses, italiennes ou autrichiennes ou que sais-je, et qui ont peut-être ces connaissances éparpillées, mais concrètement, ce sont des mecs comme tous les autres qui pensent à niquer des gonzesses, à les emmener en week-end dans des hôtels avec des étoiles. C'est ça la réalité du mec qui vous vend une bad. Hein. Moi, alors je dis pas tous, hein. Peut-être pas tous, oui, mais j'en connais quand même 2 ou 3, si tu veux. Donc, on va se calmer assez vite sur le soi-disant désintéressement et le soi-disant jusqu'au boutisme et la soi-disant radicalité des gens qui insistent trop sur Internet. Il faut savoir que quand quelqu'un insiste trop, généralement, c'est louche. Et moi, la première grosse pointure d'Internet qui m'est arrivée de rencontrer, et Dieu sait que c'était quelqu'un que je suivais depuis longtemps, j'avais été un peu choqué, c'était quelqu'un qui se prévalait toujours comme étant du peuple, par le peuple et pour le peuple, et c'est pas Mélenchon, et j'avais été très surpris dans le taxi de l'entendre dire mais c'est con, ils pensent tous que je suis un prolo alors que je descends de telle famille, on a plein de thunes. Texto. Et ça m'avait énormément déçu en fait. C'est notamment la raison pour laquelle je n'ai plus jamais cité cette personne qui m'arrivait de citer avant. Voilà. Et en fait, il en est de même dans tous les domaines de la soi-disant organisation personnelle, etc. J'ai un ex-collaborateur que tu avais dû peut-être connaître à l'époque, puisqu'on parle des années 2010. Première moitié des années 2010, donc 2010-2015, qui s'est depuis improvisé, j'allais dire intronisé, oui, intronisé, improvisé, tout ce que tu veux, expert en émancipation financière, liberté économique, gestion de parking et autres investissements en crypto-monnaie. On va pas y faire de... Voilà. Et en réalité, alors maintenant j'ai simplement cliqué sur le bouton « ça ne m'intéresse pas », donc les réseaux ne me proposent plus ces contenus, je ne sais pas ce qu'il devient. Mais en tout cas, à l'époque, il se mettait en scène, donc il mettait en scène sa réussite dans des trucs de location. Et c'était tellement... Je me disais, mais comment quelqu'un peut être assez con pour croire que tout est à lui, tout était en loc, tout était fake, bon, etc. Donc déjà, arrêtez de croire au soi-disant mode de vie des gens qui vous vendent quelque chose sur Internet, vous n'en savez rien. Ensuite, deuxième élément de réponse, je crois énormément comme les gens de droite, hein, à la détermination, ce qui ne veut pas dire le déterminisme, mais je pense qu'on est en grande partie inné et qu'il y a des natures. Et il y a des gens qui, quelle que soit l'éducation qu'ils aient reçue, seront agiles de leurs mains et sauront réparer une cabane. Et il y a des gens, tu peux leur offrir le guide des castors, la référence est un peu vieille, mais je sais pas si tu connais le guide des castors. Je prends. Le guide des castors juniors en version digitale, tu peux leur offrir le coffret à outils, je sais pas quoi, machin. L'idée de survivre en autonomie est impensable. Alors, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ce lot. Bien sûr, ça n'est pas une exclusivité. Il y a bien sûr des femmes qui bricolent beaucoup mieux que les hommes, de la même manière qu'il y a des femmes qui sont plus grandes que les hommes. Certaines femmes sont plus grandes que certains hommes. Par contre, si tu fais des courbes de Gauss, tu vois bien que la moyenne des hommes est plus grande que la moyenne des femmes. Bon, donc le mythe de le contexte change, du coup je me rénove, je me régénère, je n'y crois pas un instant. Je pense qu'il y a des natures et que quel que soit le danger,
Je me rappellerai toujours de ce livre Made in France, qui est sorti il y a une dizaine d'années, et où un journaliste essayait de comprendre pourquoi on s'était fait désindustrialiser et on s'était désapproprié toutes nos techniques de fabrication. Et il était allé rencontrer des ouvrières d'une usine de charentaise qui allait fermer et qui avait comme unique option pour rester ouvert de se mettre à fabriquer des sneakers au lieu des charentaises. Et ben elles avaient dit non. Là, c'est non, on n'a pas envie d'apprendre, on sait pas, ça ne nous intéresse pas. Et elles s'étaient retrouvées au chômage à 50 ans comme des grosses connes. Et maintenant, elles en ont certainement 60 ou 65. Et en fait, nos cotisations payent des gens qui n'ont pas voulu apprendre à faire autre chose. Tu vois. Donc, la capacité des gens à se former, à élargir leur cercle mental, à apprendre des choses de leurs mains et de leur esprit au-delà de 25-30 ans, je suis très pessimiste dessus. D'accord. Quelle qu'en soit la punition. D'accord. Je pense qu'une minorité de gens est susceptible de savoir passer d'une techno à une autre, d'un savoir-faire à une autre, d'une langue à une autre. Une minorité. Moi, à Rome, je connais plein de Français, ils parlent pas un mot d'italien. Parce que ils ont la flemme, ça les fait chier. Et... Donc tout ceci étant dit, j'ai envie de te dire, il y a des gens qui sont ravis à la campagne et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils échappent à l'empire du capital et du commerce, parce qu'en général, ce sont les meilleurs clients des hypermarchés, donc du grand capital comment ça s'appelle, agroalimentaire. Agroalimentaire. C'est pas parce que tu habites à la campagne que tu as forcément des poules, que tu as forcément que tu laboures ton champ avec ton âne, etc. 99% des gens que je connais qui habitent à la campagne ont un gros SUV essence ou diesel, vont au supermarché et remplissent et font des courses de 400 litres une fois par semaine. Et c'est couche Pampers, c'est viande de chez Auchan, voilà, c'est ça en fait concrètement. Donc l'idée de vivre de manière raisonnée et comment ça s'appelle, en non-abondance ne me semble pas liée à un contexte géographique. Je refuse l'idée que les gens de la campagne auraient plus de, je sais pas quoi, de bon sens, de machin, de trucs, et que les citadins seraient des incapables. Il suffit de voir le QI moyen quand tu vas dans un bled. L'exode, Paris, l'Île-de-France s'est dépeuplée statistiquement avec le Covid. Il y a beaucoup comment on les appelle les habitants de l'Île-de-France, les franciliens, pardon. Il y a beaucoup de franciliens sont revenus simplement parce que ils se sont rendus compte qu'en s'installant, en allant s'installer au sommet d'une colline ou dans une combe ou je ne sais où, bah en fait le QI moyen baissait de 25 points. Ouais, et que du coup, et que leur organisation, au final, si c'est pour faire la même chose, s'organiser. Et finalement, ils vivaient exactement pareil, sauf que les voisins, au lieu d'être à 1,50 m, les voisins étaient à 1500 mètres. Ouais, et qu'ils n'étaient pas forcément plus commodes. Et que, voilà. Donc voilà, je ne crois pas à une solution simple. La plupart des gens, la plupart de mes amis qui prétendent n'attendre qu'une chose, c'est de pouvoir s'immerger dans une immense bibliothèque à la campagne, etc. La plupart sont incapables de faire pousser une carotte ou de faire une vidange. Donc ce sont des vœux totalement pieux, qui ne correspondent à aucune réalité concrète. Et après, ceci étant dit, mes conseils, ça serait... d'abord, les gens de qualité sont rarissimes. Quand vous en avez un, tenez-le jusqu'à la retraite. Voilà. Donc, quel que soit le domaine, que ce soit ton boucher, que ce soit le mec qui a posé ton toit ou qui a fait ton électricité, ou quand vous en avez un bien, c'est-à-dire un qui n'est pas intéressé par l'argent, ça veut pas dire un fou bénévole. Ça veut dire un qui ne calcule pas toujours comment il va te la mettre au mieux, comment il va payer le... sens du service. Voilà. Et désintéressement. C'est-à-dire quelqu'un à qui toi, tu peux, quand il le mérite, offrir des augmentations, des cadeaux, machin, mais pas quelqu'un qui est toujours en train de négocier, de te gratter des trucs, tu vois.
quelqu'un qui est pas là à râler quand sa facture a pas été réglée au bout de 2 jours alors qu'il a une semaine de retard. Tu vois. Là, par exemple, j'attendais des photos là de mes conférences. Ça fait X jours qu'on me les promet tous les jours, elles n'arrivent pas. Par contre, la facture est bien arrivée. Bizarrement, il n'y a pas de problème à... Et puis, c'est pas Eric. Il n'y a pas de problème à envoyer la facture très très vite. Par contre, tu vois, donc, quand vous avez quelqu'un de bien, et ça, c'est une erreur que j'ai pu faire plus jeune, c'est de me dire, ben non, finalement, les relations, ça se fait, ça se fait, ça se défait, ça se refait, etc. Non, c'est une erreur. Quand vous avez quelqu'un de bien, que ce soit du service ou du physique, vous le gardez jusqu'au bout. S'il faut l'augmenter, vous l'augmentez. Vous le respectez. Voilà, vous faites tout ce qu'il faut pour ne jamais avoir à changer cette personne. Parce que le jour où tu perds quelqu'un de compétent, tu ne sais absolument pas ce que tu vas retrouver derrière. Et avec la déconstruction mentale de la génération incapable, là, bonjour, quoi. Donc d'abord, c'est... Voilà mon conseil, c'est peu importe là où tu habites. Quand tu as un bon banquier, tu le gardes jusqu'à la retraite. Voilà. Identifier, cultiver son réseau de professionnels de proximité. Proximité ou pas, moi j'ai des collaborateurs... Oui, avec qui on peut interagir. Nono, directement. Ça fait 3 ans qu'on collabore, je l'ai rencontré physiquement pour la première fois il y a 2 semaines. D'accord. Alors, à l'occasion de ma conférence à Bruxelles. Tu peux tout à fait être en distanciel, oui, d'accord. Donc le côté de proximité, non, il ne faut pas non plus vivre hors de son temps. Internet permet d'avoir ta banque de l'autre côté du pays, voire à l'étranger. Internet permet d'avoir des gens que tu ne croiseras peut-être jamais physiquement. Et il ne faut pas non plus vivre en mormon, tu vois, comme dirait Macron. Je ne vis pas en mormon, j'utilise Internet au mieux, mais par contre, c'est vrai que j'essaie d'avoir une personne de référence dans tous les domaines. Donc j'ai une personne à qui je demande tout pour réparer mes appareils électroniques et Dieu sait que j'en ai parce que je collectionne des vieux bazars. Et je me dis pas, bah ouais, bah, c'est bon, il y a une boutique dans ma ville, donc pourquoi maintenir le contact avec le mec qui est à Orléans ? Bah parce que le jour où tu vas à la boutique dans ta ville, tu te rends compte qu'en fait, elle te demande 1500 balles pour faire moins bien que ce que le mec à Orléans faisait pour 300. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, cultiver une relation avec un établissement ou une personne jusqu'au bout. Mais ne te dis pas, oh, il y a profusion d'offres, aujourd'hui, tout est tellement facilement réservable, j'irai ailleurs. Parce que ailleurs, tu vas repartir de zéro, tu seras personne. La plupart des employés de tous les domaines sont nuls. Tous les domaines, n'importe lequel, je m'en fiche. 90% des kinés sont nuls, 90% de tout est nul. Voilà. Et si tu vas au pif, tu es maltraité. Moi, j'ai refusé de... mon instinct me le disait, ça. Et je refusais de le croire jusqu'à mes 30-35 ans, tu vois. Quand j'ai eu mon accident de pied, je suis allé au kiné, bon, après l'opération, etc., après le délai où on ne devait pas toucher, je devais faire de la rééducation, il y avait un kiné dans la résidence de ma mère. Bon, ben, j'ai dit, pourquoi est-ce que j'irai chercher plus loin ? Il est kiné, tu vois, c'est écrit sur sa porte, il a son diplôme, je veux dire, rééduquer un tendon d'Achille, ça ne va pas être si compliqué que ça. J'en ai fait 2, donc le premier, il y avait un turnover incroyable, chaque fois il me disait, bon bah, ça sera moi demain, puis en fait c'était pas lui, c'était un stagiaire qui connaissait rien, donc ça m'a saoulé. La deuxième, qui n'était pas spécialiste du pied, mais qui était spécialiste de l'épaule, elle m'a fait n'importe quoi, elle m'a fait faire du trampoline avec un tendon d'Achille à peine opéré, j'ai failli me le repéter. Et du coup, j'en ai épluché 3 ou 4 avant d'en trouver un correct. Donc quand je dis 90%, c'est exagéré, mais quel que soit le domaine, si vous êtes exigeant, et Dieu sait qu'aujourd'hui, être exigeant, ça ne veut pas du tout dire ce que voulait dire être exigeant au siècle des Lumières. Être exigeant aujourd'hui, c'est juste, je veux savoir exactement ce que j'ai pour exactement ce que je paye. Ça, déjà, c'est considéré comme être exigeant. Et ben, si t'es... Ce qui est fou, ce qui est dingue. Ce qui est absolument dingue. Et ben, si t'es juste ça, d'accord, si tu es juste ça,
eh bien, sache que pas 90, mais 75% des professionnels de tous les secteurs sont à chier. Et ne crois pas un instant que ça s'améliore avec le luxe, et que en fait, il y a un seuil au-delà duquel, bon, tu payes tellement que c'est parfait. C'est pas vrai. Une fois que tu as une personne de confiance, ensuite, bah, c'est maintenir le lien, avoir des attentions, mais garder jusqu'au bout, parce que quand tu sors de cette bulle, tu te retrouves en proie au marché. Et quand tu es en proie au marché tout seul, c'est partir chercher un médecin sur Doctolib. Et la loi des 75% est universelle. C'est pareil chez les médecins, les dentistes, tout. Tu sais combien de dentistes mentent et refont des dents saines aux gens? Je préfère pas savoir. Ça me rend dingue. Il y a des témoignages, mais lis Google, lis les avis Google. Non, je veux pas. Moi, en arrivant dans le 16e en 2007, j'avais acheté un studio dans le 16e, j'ai déménagé du 14e et je m'étais dit, bon, ça me fait... Et Dieu sait, les non-franciliens, pour les non-franciliens, 14e, 16e, c'est, à l'époque, il n'y avait pas de vélo, c'était, 35 minutes de métro, d'accord? Et je me suis dit, pourquoi 35 minutes x 2, ça fait 1h10? Pourquoi est-ce que je perdrais 1h10? Il y a bien un bon dentiste dans le 16e, à moins de 500 mètres de chez moi, tu vois. Et c'était avant les notes Google. Donc Google te donnait des noms de dentistes, mais il te disait pas, voilà les avis des gens. Je suis tombé chez une dentiste qui avait un cabinet magnifique. Elle m'a collé j'avais rien. J'allais juste pour un contrôle dentaire. Elle m'a trouvé une carie, bon, ok, ça arrive. Elle m'a collé une série de rendez-vous, et chaque rendez-vous, elle me faisait des trucs. Au bout du 3e, ils étaient tellement rapprochés que l'anesthésie faisait plus effet, donc en fait, j'avais super mal. Parce que tu sais on s'habitue à l'anesthésie. Donc en fait, au 3e ou au 4e, elle m'a re-anesthésié, mais je sentais encore tout. C'était atroce, c'était de la torture, je pense que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Et parce qu'un nerf de dent non anesthésié à la roulette, bon, je vous souhaite que ça ne vous arrive jamais. Ça n'arrive pas, ouais. Du coup, j'ai demandé à mon réseau, et à l'époque, je connaissais pas beaucoup de monde à Paris, enfin, beaucoup moins que maintenant. J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut me conseiller un dentiste? Je comprends pas, je suis tombé chez quelqu'un, elle me refait toute la bouche. Et le nouveau m'a dit, mais vous n'avez rien, monsieur. Eh oui. Eh oui. Et quand je lui ai dit, mais c'est incroyable, il faut dénoncer ces pratiques, il s'est tu. Parce qu'ils se soutiennent entre eux, c'est une corporation. Donc, tout est comme ça, et si vous ne vous en êtes pas rendu compte, c'est soit que vous êtes très jeune, mais quand je te dis jeune, c'est très jeune, soit que vous êtes très naïf. Et je dirais que cette capacité à identifier une personne désintéressée, et j'insiste sur le désintéressement, parce que quand la personne est intéressée, ça annihile sa compétence. Une personne intéressée, vous ne pouvez pas faire affaire avec elle, quelle que soit sa compétence, puisque son but sera toujours d'accroître sa marge. Donc ce sera toujours de vous en fournir le moins possible, pour le plus cher possible. Et dites-vous que le prix d'un service peut aller du simple au décuple. Hein. Enfin, peut-être pas au décuple, mais du simple au quintuple. Hein. Ouais. Quand vous avez une personne intéressée, dépassionnée, désintéressée, maligne, vous la gardez, et dans tous les domaines. Tout. Que ce soit la toiture, la plomberie, l'électricité, tout. Et vous le donnez pas trop, et c'est triste, mais il faut pas trop le donner à ses amis, parce qu'après, il n'a plus de temps pour vous. Et ça prime, à mon avis, sur ton lieu de vie et autres mythes un peu comme ça. Habite où ta nature te porte. Il y a des gens qui dépriment à la campagne. Bien sûr. Après, il y a campagne et campagne. Hein. Il y a périurbain, il y a campagne toscane, et puis il y a campagne du Pas-de-Calais, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Mais si tu veux, il y a la Beauce et le Luberon. Enfin voilà, il y a des nuances, sans vexer personne. Mais pour moi, le reste, c'est du détail. Quand dans la vie, tu as une personne de référence dans chaque domaine,
Donc, tu as un référent pour les relations hommes-femmes, tu as un bon avocat fiscaliste, tu as un bon dentiste, tu as un bon électricien, tu as un bon truc, un bon mécanicien, machin, 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 machin. Je parle pas de ta femme ou de ton partenaire ou de ton compagnon. Enfin, ça aide aussi. Quand tu as tout ça, tu habites où tu veux, c'est un détail. Et quand tu as tout ça, tu survis au 19 degrés, au 18 ou au 17 ou à n'importe quoi. Voilà. Et après, le dernier conseil que j'avais, c'est... je l'avais déjà raconté. C'est marrant parce que aujourd'hui, les médias, notamment progressistes, se montrent en pull. Si tu regardes les podcasts de radio, France Inter et compagnie, les gens sont en pull et en blouson. Si tu regardes mes vidéos d'il y a 5-6 ans, j'étais en blouson, en fait, l'hiver. Et on se foutait de ma gueule. On me disait, mais qu'est-ce que c'est que ce crétin pourquoi est-ce qu'il... Il y a beaucoup de blousons de vidéos où j'étais en bombers, en mouton, en peau de mouton. Et on se foutait de ma gueule, et maintenant les mêmes, enfin le parangon du progrès, voilà, j'ai de l'avance sur ces trucs-là. Il faut s'entraîner à vivre en deçà de ses moyens. Et ça, je le dis dans le séminaire lifestyle, enfin, je sais plus lequel c'est d'ailleurs, tu dois le savoir puisque je pense que tu les as tous. Toujours vivre en deçà de ses moyens. C'est-à-dire que je pourrais chauffer chez moi à 25 degrés, voire à 30, voire en faire un sauna. Mais le gaspillage est l'ennemi de la satiété. Et quand on est dans la fuite en avant de la consommation, on creuse sa tombe. On n'est jamais heureux. Donc, même quand tu peux, s'entraîner à faire avec moins, c'est se concentrer. Et se concentrer, c'est être heureux. La méditation, c'est quoi? C'est apprendre à des gens qui n'arrivent pas à se concentrer, à se concentrer. Les séquences de méditation, de développement personnel et les retraites, etc., c'est apprendre à des gens qui sont totalement dispersés, éparpillés sur leur téléphone et compagnie, à ne plus rien faire. Et à donc se rassembler. Et bien, tous les moments, finalement, si tu penses aux rares moments de ta vie où tu étais parfaitement et pleinement heureux, tu n'étais pas dispersé dans 50 000 petites cases mentales. Tu pensais à une ou deux choses, en général une maximum. Et le secret pour se rassembler, c'est de faire avec peu. Voilà. C'est quand on prépare un brouillon, c'est pas forcément gaspiller une ramette de papier pour rien. Tu vois? Non pas parce qu'on est un putain d'écolo, même si c'est un argument. Mais quand je réutilise mes feuilles de papier à l'envers, c'est pas pour être écolo. Je sais que ça l'est un peu, mais je le fais pas pour être écolo. Je le fais parce que j'aime l'état d'esprit dans lequel ça met de se dire, tiens, je peux utiliser mon papier à l'envers. Tiens, comment je dois conduire pour utiliser moins d'essence? Ouais. Tu vois, quand je monte en voiture et en fait les gens accélèrent. Gymnastique mentale aussi. Les gens accélèrent jusqu'au feu et freinent au feu. Mais non, on regarde plus loin, tu vois bien que le feu anticipe le feu, tu le vois à 500 mètres, et lève le pied en fonction. Et c'est pour ça que ça m'agace tant qu'on soit dans une régression terrible au niveau des vitesses sur autoroute. C'est parce que ta consommation ne dépend pas de ta vitesse stabilisée, elle dépend du poids de ton pied sur l'accélérateur. Si tu conduis bêtement en n'anticipant rien et en changeant tout le temps de vitesse, tu peux rester à 110, mais en fait, tu vas faire quoi? Tu vas faire du 100, 105, 110, 115, 100, 105, 110, 100. Tout le temps, tu vas consommer plus que quelqu'un qui conduit intelligemment à 130. Et tout est comme ça, en fait. Le jour où la première, je me rappelle l'année dernière quand j'ai acheté ma voiture, la première fois que j'ai utilisé le limiteur sur autoroute, pas le limiteur, le cruise control, le régulateur, et Dieu sait qu'il n'est pas moderne, hein. Enfin c'est un régulateur, bon, si tu veux, sur les Ferrari, les accessoires, c'est fait quand c'est fait le vendredi soir à 18 h à l'usine, si tu veux, entre 18 et 19 h avant de sortir. Et ben j'ai grappillé 8 litres d'essence en moyenne, au 100. Sur autoroute, je passe de 23 à 15. Alors bien sûr, c'est pas je suis bien d'accord que ça n'est pas représentatif, mais c'est juste que souvent, la limitation globale à tout le monde de la performance est une absurdité, parce qu'il y a toujours
une utilisation intelligente d'un objet et une utilisation bête d'un objet. Et se dire, je fais comme si j'avais peu, tu vois, c'est se mettre dans un état de concentration et d'attention qui est précieux. Ouais. Ça, c'est une gymnastique que tu peux après arriver à intérioriser plus facilement. Je vais arriver à la maison sur un plein, enfin sur la fin du plein. Et ben crois-moi, tu vas faire super attention et tu vas y arriver. Je vais faire ce schéma qu'on me demande ou dont j'ai besoin pour ma réunion, mon collègue. Je vais pas faire 15 boules de papier, je vais le faire avec ces 2 feuilles. Et je me concentre et je me prédispose à le faire sur ces 2 feuilles. Je vais pas... Alors ça, c'est pour nous les hommes, ça nous concerne moins, mais pour les femmes, c'est je vais pas acheter des vêtements à profusion parce que ça coûte 15 € sur Vinted. Je vais essayer de faire avec ce placard. Et tout ce qui rentre pas dans ce placard, ça sort. C'est se mettre ce que j'appelle en scarcity mode. Tu sais, quand le téléphone a moins de batterie, il te propose à la fin, voulez-vous passer en mode économie de données? Ben, c'est ça, en fait. Et même dans un monde d'abondance, même quand tu pourrais t'offrir tout ce que tu veux, c'est se dire, bah, comme je fais avec mes vinyles, tu vois, le hasard a fait que dans l'appart que j'occupe, il y a des trous, il y a des casiers dans le mur. C'est pas moi qui les ai fait, c'est un hasard. Et ben j'ai décidé que j'aurais pas plus de vinyle que ce qui passe dans les casiers. Tu vois? Ouais. Parce que alors que je pourrais m'en offrir beaucoup plus, mais ça me conforte et ça me force à ne pas penser en mode surabondance, collection, collectionnite. Tu vois? C'est les casiers sont assez étroits, j'en ai 5 de 50 cm de large, tu vois, par exemple. Je pourrais avoir un immense mur de vinyle et le mettre sur Instagram en mode regardez comme je suis stylé. Il y a plein de photos comme ça sur Instagram où tu vois toujours le même fauteuil, là, le fauteuil de Hims en bas avec un mur de vinyle et puis une lumière un peu tamisée, etc. Je pourrais très bien faire ça, je ne le fais pas. Il faut toujours vivre en deçà et essayer de faire comme si on avait moins. Parce que le jour où tu as vraiment moins, tu es prêt. Ok. Donc ces deux axes-là, bon, en plus c'est intéressant parce que ça peut être aussi des axes d'éducation, hein, puisque bon, je me pose cette question-là aussi par rapport à la manière dont je me positionnerai sur les grands photographes n'ont jamais les appareils au top. Les grands photographes ont des appareils sérieux, très sérieux, mais pas le dernier cri. Ils font avec la technologie d'avant. Ils font dans une certaine limite qu'ils s'imposent. La limite pousse à la créativité. Et l'efficacité, et peut-être aussi que ça permet d'être plus productif, d'avoir cette... Absolument. Quand tu as un certain temps pour faire un travail, pour rédiger un article pour la Furia par exemple, fais-le en moins. Toujours. Comme ça, soit tu livres en avance, et donc tu peux te faire augmenter encore plus facilement en disant oh, moi je parie que vos 15 autres auteurs, là, il y en a 12 sur 15 qui livrent en retard, moi je suis en avance. Soit tu livres pas en avance, tu gardes, tu oublies et tu relis. Mais ne jamais utiliser toute l'énergie disponible, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, que ce soit quoi que ce soit. Ok. Que ce soit, il faut jamais se baffrer. Il y a un proverbe romain qui dit, enfin latin pardon, qui disait une fois par an, il est possible d'agir follement. C'est le concept du banquet. Alors on se baffre, mais si ton mode de vie habituel c'est de te baffrer, tu vas devenir bilieux, blême, jaunâtre et malheureux. Tu vas devenir obèse et malheureux. Il faut s'efforcer de vivre en ayant un petit peu faim parfois. Tu vois, de se dire, là je prends pas l'énième truc, j'en ai pas envie, j'en ai pas besoin. C'est quoi un alcoolique? C'est quelqu'un qui commence par avoir envie d'un verre de plus que toi. Tu sais, on a tous un ami comme ça, voilà, on dîne, on est 2-3 avec une bouteille. Une bouteille ou à deux ou à 3, c'est très bien, ça fait entre
entre 2 verres et 3 verres, entre 1 verre et demi et 2 verres et demi par personne. Et puis tu as toujours quelqu'un qui, à la fin, alors qu'on est super bien, on a passé un excellent moment, il va recommander un truc. Il n'en a pas vraiment envie, il n'en a pas besoin. Mais c'est un trait de caractère. C'est quelqu'un qui ne sait pas repartir avec cette petite sensation de manque. Donc faire avec peu, toujours, s'entraîner mentalement à faire avec un peu moins que ce qu'on a. C'est comme un vrai fashionista, c'est pas quelqu'un qui dépense des milliers et des cents en fringues. Quelqu'un qui dépense des milliers et des cents en fringues, c'est un Chinois devant une boutique LVMH. T'as pas vu dans les capitales, dans toutes les capitales du monde, tu passes devant Hermès ou Vuitton ou que sais-je, et tu vois des Asiatiques, en général, hein, désolé, mais enfin c'est comme souvent la réalité, et tu les vois entrer et sortir, ils sont aussi moches. Et ils ont dépensé des sommes à généralement 4, mais souvent à 5 chiffres. Ils sont aussi moches en sortant. Non, les passionnés, à de rares exceptions près, sont des gens qui ont grandi dans la fripe, ne payent pas tout une fortune, etc. C'est-à-dire des gens qui font avec moins. C'est devenir résilient, c'est apprendre à faire avec moins. Et puis si un jour c'est la grosse dèche, ce que je ne souhaite pas, et bah tu feras encore avec un peu moins. Voilà. Et puis c'est aussi être prévoyant. C'est aussi combien, d'après toi, sur 100 personnes qui nous écoutent, combien ont une torche qui fonctionne chez eux? Une torche qui fonctionne? Une torche. Une torche? Combien ont... 100 personnes? Combien ont une lampe avec une pile qu'ils peuvent allumer dans le noir? Comme par exemple, je suis en train de le faire là. Bon, on ne me voit pas, mais regardez, je vais vous faire entendre le bruit de la torche. J'ai un tableau au mur, qui est un truc un peu stylé, en plus c'est cool, ça s'appelle un Utensilo de chez Vitra. Je vous recommande d'aller regarder sur internet Utensilo de Vitra. C'est un tableau mural dans lequel vous mettez des choses importantes pour vous. Donc j'ai mes papiers, une lampe torche, des tournevis, toutes mes télécommandes, toutes mes clés, voilà, tout ce qui, en cas de speed, doit être à un endroit unique parce que tu peux pas courir partout chez toi pour tout récupérer. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, j'ai une coupure là dans 5 minutes. D'abord, ma lampe torche est fonctionnelle. C'est une Big Larry modèle Nebo, donc allez voir sur Amazon. Une Big Larry, ça ressemble à un gros stylo. Ça éclaire super bien. Et régulièrement, tous les mois, je vérifie qu'il y a une pile. Tu vois? Sur 100 personnes, t'as combien de gens qui ont une lampe torche qui marche? Bon, je pense une vingtaine. Ouais, t'as 80% qui l'ont pas. C'est ça. T'en as combien qui ont des allumettes, à part les fumeurs, bien sûr? Tous ceux qui ont des cuisinières à gaz et ceux qui n'ont pas de cuisinière à gaz, très peu, moins de 20%. T'en as combien qui vérifient la pression de leur roue de secours? T'en as combien qui font ramoner leur cheminée? Ça, normalement, tout le monde. Sinon, c'est tout. Personne. En ville, tu n'habites pas en ville. En ville, oui. En ville, personne fait ramoner sa cheminée. Tout le monde a peur de l'utiliser en pensant que c'est interdit, que ça va exploser, etc. Tout est comme ça. Ouais. Ouais. Donc, ouais, ok. Ok. Une question, parce que aussi tu baignes un peu là-dedans, mais pour d'autres raisons, hein, bien évidemment. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important de vivre dans deux localités, d'avoir un ancrage personnel, professionnel ou autre, qui ne soit pas tout concentré au même endroit, ou est-ce que c'est du détail? C'est difficile comme question, mais bon, j'en profite que le fait que tu sois dans cette situation aussi. Encore une fois, je pense que ça dépend de ta personnalité, c'est très très rare que je dise ça, mais de ton enfance aussi. De ton enfance, de ta construction, il y a des sédentaires qui ne voient aucun intérêt à sortir de leur département, a fortiori de leur pays. Moi, je connais des gens, notamment une là à Rome, elle ne sort quasiment jamais du département.
l'idée de vivre entre deux villes, deux capitales, lui est totalement étrangère, en fait. Ça lui fait ni chaud ni froid. Donc, je pense que la nature répond pour toi. Soit ta nature t'y pousse, soit ta nature t'y pousse pas. Voilà ce que je pense. Et si ta nature ne t'y pousse pas, je pense que c'est une question rhétorique et que de toute façon, il faut suivre son penchant. Il y a des casaniers, il y a des très casaniers, il y a des moins casaniers, il y a des sédentaires un peu moins casaniers. Après, tu as des nomades, mais on va dire des nomades de cœur. Après, tu as des nomades d'argent, tu as des nomades qui ne sont nomades que parce qu'ils ont un contrat d'expat d'enculé qui leur permet de capitaliser pour la retraite, de thésauriser. T'as des nomades d'âme aussi, t'as des vrais nomades qui, comme ça, comme dit la chanson des Rolling Stones, là, his hat was his home, donc ils vivent dans leur chapeau. T'as des gens qui sont nés avec du patrimoine un peu partout. T'as des gens qui ont une attache historique dans un pays, hein, pas forcément un pays du Maghreb, mais voilà, un pays, ils n'y ont jamais vécu, mais ils ont une partie de leur cœur dans je sais pas quoi, en Argentine, en Europe centrale, j'en sais rien, quoi. Tu vois, ça me paraît difficile de commenter, de faire le syncrétisme de toutes ces personnes qui n'ont, à mon humble avis, rien à voir l'une avec l'autre. Moi, j'ai ce rapport à l'Italie, mais je connais plein de gens qui n'ont aucun rapport à l'Italie et qui trouvent juste que c'est le pays des pâtes et des pizzas, et où les gens parlent fort et où il fait soleil, et c'est tout. Et t'as beau les emmener n'importe où, ils trouvent ça mignon, mais ils rentrent, c'est pareil, si tu veux. Ça ne les a pas bouleversés, ils n'ont pas été émerveillés comme Stendhal, tu vois, ils n'ont pas connu l'émerveillement, l'émerveillement stendhalien devant l'Italie, comme Stendhal, Goethe, Wagner, enfin tous les artistes se sont épris de l'Italie. 98% des gens ne sont pas des artistes. Ouais. Donc le côté double appartenance, double obédience, double attache, j'ai envie de te dire, j'ai rien à voir là-dedans, entre guillemets, tu le sais en fait. Tu le sais au fond de toi si t'es un sédentaire, si t'es un casanier, si t'es un nomade de cœur, si t'es un nomade de portefeuille, tu le sais. Après, tu peux peut-être pas te l'avouer, mais tu le sais, et ton compagnon, ta compagne le sait aussi. Ok. Donc, si tu ne l'es pas, à mon avis, ça ne changera pas. Puis c'est pas grave, c'est sans espoir. Et inversement, si tu l'es, tu seras frustré d'épouser ou de concubiner avec un sédentaire radical pour qui, moi par exemple, ma mère est extrêmement casanière et sédentaire. Voilà, je l'emmène en voyage tous les 10 ans. Pas parce que je suis radin, mais parce que un voyage, c'est un effort à lui demander... pas raisonnable, quoi. Ouais. C'est même pas... En fait, ça la met dans un état de stress qui est même pas agréable. Ouais, c'est contre-productif. Elle ne profite même pas, alors qu'elle ne paye rien, que j'organise tout, etc. Mais je vois bien qu'elle est pas heureuse, en fait. Donc, il y a des natures, voilà. Il y a des natures, mais pour moi, si on respecte mes préceptes, enfin mes préceptes, ça fait vraiment vieux con, mais si on apprend à faire avec moins que ce qu'on a, on s'entraîne mentalement à faire avec toujours moins, qu'on a une personne qualifiée, compétente et désintéressée, et pas à la retraite, dans la plupart des domaines importants, et que on est un peu au courant quand même de l'actualité à minima, et quand je dis de l'actualité, c'est pas BFM TV, mais on va dire des grandes tendances, des grandes lignes de fuite, et que en plus on arrive à gagner un peu d'argent, parce qu'il faut pas exagérer non plus, tout ça c'est bien beau, mais si tu génères rien, rien avec l'inflation ça devient moins que rien. Normalement, tu vas t'en sortir. Je ne crois pas au scénario de l'apocalypse. Voilà. Je n'y crois pas. Puis de toute façon, si je me trompe et que l'apocalypse arrive, ça sera trop tard. Non, ça c'est certain. Si dans le scénario apocalyptique, j'ai envie de dire, on va pas passer notre vie à préparer un potentiel scénario apocalyptique dans lequel on survivra peut-être de toute manière pas. Donc, non, ça c'est une...
Donc ça, c'est un peu ridicule, sauf si... Mais c'est comme à l'adolescence, enfin, quand... Il y a des gens que ça peut amuser. Hein. Il y a des gens qui aiment lire et regarder de la science-fiction. Moi, ça n'a jamais été mon truc. Je pense pas que j'irai vivre sur une autre planète. Tout ça, ça m'intéresse. Mais encore une fois, c'est mon caractère. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Il y a des gens qui se repaissent de science-fiction. Ils adorent les dystopies. Moi, mon plus grand roman de science-fiction, il est quand même relativement terre-à-terre, c'est Ravage de Barjavel, que je conseille à tout le monde. Pour moi, c'est la meilleure dystopie que j'ai lue. Bon. Après, le côté monde distant, voyage dans l'espace, voyage dans le temps, etc., ça me passionne pas. Le côté, il y aura une guerre nucléaire et on sera les survivants, machin, comme dans Ken... Bon, tu vois, Mad Max ne m'a jamais fait rêver au cinéma, tu vois. J'ai dû en voir un, ou peut-être un et demi, mais j'en ai aucun souvenir. Voilà. Après, encore une fois, je suis une quiche en cinéma, hein, je prétends pas du tout avoir l'œil absolu. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin, qui adorent se repaître dans des scénarios apocalyptiques ou dans des scénarios de fiction, c'est comme les séries. Je regarde peu de séries parce qu'effectivement, j'ai du mal à croire à ce que je vois, en fait. Je suis incrédule. Donc, du coup, il faut que je fasse un effort pour arriver à croire. Depuis je n'ai pas regardé une série depuis Mad Men, tu vois. Mad Men, ça a quand même ça a 15 ans, quoi. Chaque fois qu'on m'en conseille une, je commence, j'essaye. Et puis, en fait, non, mais c'est bien, c'est super, mais je sais que c'est faux. Donc, je dois me dire, bon, allez, faisons comme si c'était vrai. Faisons comme si c'était vrai. Allez, faisons comme si c'était vrai. Puis bon, après, j'ai autre chose à faire, quoi. Ouais. Donc, encore une fois, beaucoup est déterminé par ton caractère. Il y a des gens pour qui socialiser est un effort, il y a des gens pour qui ne pas socialiser est une souffrance. Comment tu veux tenir aux deux le même discours? Comment tu veux leur tenir le même discours? Je regardais, et on ne l'a pas vidéoscopé, parce qu'Arte est trop tatillonne sur ses copyrights. Droit d'auteur. Je regardais un documentaire sur l'abstinence d'Arte. Et ces crétins ont mis sous le même chapeau, sous le même mot, abstinence, ils ont mis les hommes, les femmes et les gays. Sauf que il y avait 2 hétéros, 2 femmes et un gay, voilà. Sauf que sous le même mot et sous la même réalité physiologique, qui est que papa rentrait pas dans la bonne, il y avait 3 cas qui n'avaient rien à voir. Puisque l'abstinence de l'homme était en gros l'incapacité à concrétiser des rencontres. C'était en gros des incels. L'abstinence de la femme venait du fait que lors du premier rapport, le mec était nul et qu'elles ont été traumatisées. Ce qui n'a absolument rien à voir, puisque la femme peut sortir de l'abstinence en 30 secondes sur une application. Elle crée un profil sans photo, elle tape Toto Tata en description, elle accepte un match et elle dit rendez-vous ce soir chez moi, elle se fait défoncer. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une réalité épistémologique, c'est pas beau à dire, mais c'est la réalité. Alors que l'homme était célibataire depuis 7 ans. Et il ne concrétisait pas parce qu'il n'avait pas les capitaux, il voulait pas les avoir, il n'avait pas le savoir-faire, bon, il n'avait pas la technique, il n'avait pas le swag. Et le gay était abstinent parce qu'il était drogué au chemsex. Il était en cure de désintoxication, et en fait, dans son milieu, les hétéros le savent peu, mais il y a énormément de cette pratique qui consiste à mêler musique électro, drogue et sexe, non protégé avec des inconnus dans tous les sens. Voilà. Orgie moderne. Et tous étaient présentés dans le même cadre, avec la même musique, et souffrant du même mal qui était l'abstinence. Est-ce que tu peux m'expliquer le rapport entre un homosexuel qui s'empêchait de faire l'amour parce que ça lui donnait envie de prendre de la drogue, une femme qui était abstinente depuis 20 ans parce que son premier mec était un bourrin, il lui a fait mal, et un type et un incel? Quel est le rapport? Quel est leur point commun, en fait? Ouais, c'est aucun. Sûr, à part la conclusion physique, aucun. l'état d'effet physique, il n'y a rien de... Aucun, il n'y a aucun rapport.
Aucun. Et de la même manière, ça ne sert à rien, encore une fois, de faire des préconisations. Il y a des gens hyper sociables et des gens hyposociables. Il y a des gens hyper manuels et des gens hypomanuels. Il y a des gens hyper technophiles et des gens hypo-technophiles. C'est-à-dire, il y a des gens, ils utilisent un ordinateur depuis 25 ans, et dès que le logiciel change un tout petit peu, ils sont perdus, il faut qu'ils prennent un cours. Il y a des... Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui ont le don de faire de l'argent, et ce que je dis, c'est pas antisémite, c'est une réalité. Et il y a des gens que ça n'intéresse pas. Il y a des gens, tu les mets sur un projet, 2 heures après, ils savent où ils vont trouver les capitaux, comment ils vont les investir, comment ils vont réinvestir les dividendes, etc. Moi, j'en sais rien. Tu vois? J'en sais rien. Pourtant, j'ai un grand nez, mais il fonctionne pas pareil. Moi, je m'en fous, tu vois. Ça ne m'intéresse pas. Alors, après, bon, il se trouve que comme je suis plutôt bon dans ce que je fais, et que toi et les centaines d'autres me faites le plaisir de le reconnaître, ça va, si tu veux. Mais c'est vrai que j'ai pas ce talent ou ce don ou cet intérêt pour gérer les finances. Donc tu peux pas tenir le même discours de résilience écologico-économique à quelqu'un qui a un don pour faire des placements et à quelqu'un que ça fait chier. C'est sûr. Donc c'est à toi de savoir également où sont tes dons, où sont... voilà, qu'est-ce que tu sais, dans quoi tu sais improviser, qu'est-ce que tu sais réparer, qu'est-ce que tu sais bricoler, un discours unifié me paraît inutile. Tu vas pas tenir un discours unifié aux hommes et aux femmes. Tu sais très bien, Jacques, c'est quoi ton pseudo, c'est Jacques? Oui. Tu sais, j'allais t'appeler par ton prénom. Tu sais très bien, Jacques, que si ça venait à barder, tu sais très bien que les hommes et les femmes se retrancheraient dans leurs archétypes, ataviques. Tu sais très bien que si c'était la guerre manu militari en Europe de l'Ouest demain, tu sais très bien qui prendra un couteau et qui ferait la pute. Et ça serait pas les hommes qui feraient les putes. Enfin, on le sait, ça. Ça sert à rien d'apprendre à tout le monde universellement et abstraitement à faire les mêmes choses, parce qu'en contexte de tension, quand tout se tend, on se retranche sur ces archétypes. Donc la femme va réseauter quand tout va bien, puis quand il y aura la famine, elle va donner son corps, et l'homme va thésauriser, et quand il y aura la famine, il va tuer son voisin. C'est ça qui va se passer. Et parfois, la femme va empoisonner son mari un peu faible pour partir avec le voisin qui a plus thésaurisé. En cas de guerre prolongée, c'est comme ça que ça se passe. On le sait, ça. On a les récits, on a les bibliographies, on a les films, on a les romans, on sait ça. Donc, quand ça se tend, les natures ressortent. Voilà ce que j'ai à dire. Tu peux dire tout ce que tu veux, le reste, c'est des palabres, c'est du vent. Ok. T'as qu'à regarder, quand quelqu'un a un stress... C'est quoi une guerre ou une situation de crise? C'est un stress collectif. Le stress collectif, c'est l'émanation du stress individuel, multiplié par 100 000, ou par 1 million, ou par 10 millions. Tu n'as qu'à regarder quelqu'un qui vit un stress individuel, il devient la caricature de ce qu'il est. Quelqu'un qui vit une tragédie ou un problème, bah, s'il a tendance à prendre du poids, il va prendre 30 kilos. S'il a tendance à picoler, il va devenir alcoolique. S'il a tendance à être renfermé, il va faire une dépression et pas sortir pendant 2 ans. On devient en stress la caricature de ce qu'on est. Voilà. Donc après, on peut lire toutes les méthodes qu'on veut, ou toutes les techniques, ou tous les coachings, ou tout ce qu'on veut. Moi, je dis, quand ça va se tendre, les gens vont devenir la caricature de ce qu'ils sont. Les sédentaires vont plus sortir de chez eux, les nomades vont se mettre en groupe. On l'a vu pendant le confinement. T'as bien vu?
Il y a des gens qui se sont mis en groupe dans la maison notamment dans la bourgeoisie nomade. Bah, il y en avait forcément un ou une qui avait une maison par-ci par-là et qui invitait les autres. Ouais. Tous les journalistes, etc., qui ont fait des récits de cette période-là, ils étaient tous confinés dans une maison en Dordogne, en Bretagne, au Cap-Ferré, voilà. Même maintenant, on voit encore des gens dans la phobie. J'étais à la papeterie tout à l'heure, et en plus, je suis un maso parce que je vais à une papeterie où ils sont pas sympas. Mais je sais que si on n'y va pas, cette boutique va fermer et être remplacée par un magasin de souvenirs chinois à la con. Donc j'y vais quand même alors qu'ils sont pas sympas. Et en fait, ils sont covidistes à mort, et j'enregistre pendant les fêtes de 2022, donc on est quasiment aux 3 ans de l'anniversaire du Covid, et les vendeuses, les deux propriétaires vendeuses, je sais pas ce qu'elles sont encore derrière une vitre de plexiglas, avec chacune un masque et du gel entre chaque client. Tu vois bien comment ces gens deviendraient si demain il n'y avait pas à bouffer pour tout le monde. Tu le vois, c'est écrit sur leur gueule. Quand les choses se tendent, tu deviens la caricature de toi-même. Voilà. Oui, et puis bon, du coup, avec cette période Covid, on a aussi un premier... T'as un brouillon. Premier exemple, voilà, un premier exemple qui permet aussi de réfléchir au fonctionnement des individus, des organisations. T'as un aperçu. De près ou de loin, quoi. Oui. T'as un aperçu. Tout en sachant que c'est quand même resté très soft. Hein. Objectivement, ça pourrait... Enfin, c'est pas non plus... T'as un aperçu. Qui a bravé la Pravda et le couvre-feu pour venir t'apporter quelque chose qui pouvait te manquer, avec une fausse attestation? Moi, 2-3 personnes l'ont fait. Pas beaucoup. Bah, j'avais pas besoin de grand-chose, j'avais juste besoin d'un petit truc à un moment. Je connais quelques personnes, 2 ou 3, qui étaient prêtes ou qui l'ont fait à braver le couvre-feu, etc. Bon. Beaucoup ne l'ont... les autres, quand t'appelais, c'était « Ah, bah, on est dans la maison de mes parents ou de ma famille en Vendée, avec des copains. » Tu vois? Puis sous-entendu, on t'a pas invité, quoi. Bon, ben voilà, ben tu sais que si Poutine débarque, bon, ben tu sais qu'il faudra pas qu'il vienne se cacher dans la cave, quoi, tu le sais. Je plaisante, hein, je ne crois pas que Poutine va débarquer, et j'ai pas de cave en plus. Mais voilà, tu le sais, t'as eu un brouillon, t'as eu un draft, t'as eu un aperçu. Ok. Donc tu prends le 2020, tu multiplies par 50, et voilà ce que les gens vont devenir. Délateurs, fourbes... Et puis maintenant, t'as beaucoup de fourbes et de petits vols parmi les médecins généralistes qui, alors qu'ils étaient muets comme des carpes à l'époque et qui vaccinaient comme des capots, beaucoup maintenant t'expliquent que finalement, le vaccin en est revenu et qu'il fallait les laisser prescrire. Sous-entendu, prescrire les médicaments interdits que je ne prononcerai pas ici pour pas être démonétisé des plateformes. Sauf qu'à l'époque, qui le disait ça? 1 sur 100 ou 2 sur 100. Et maintenant, ils sont 10, 20, 25% à le dire. Là, ce que le Covid a appris, c'est de ne pas compter sur les médecins. T'as bien vu que 95% des généralistes étaient des lâches. On l'a vu. Allô? Non, t'as pas l'air d'accord. Je suis là. Voilà ce que je pense. Ben écoute, c'était une conversation, j'allais dire riche, j'en sais rien, mais en tout cas inhabituelle. Pour une dernière, et donc je te remercie encore une fois de m'avoir fait confiance pendant 7 ans, enfin plus de 7 ans, mais 7 ans en VIP, mais auparavant en non VIP. Donc si tu parles du train bleu, ça veut dire que tu étais à mes premières conférences en 2007, si je ne m'abuse. Je sais pas, parce que j'ai changé de boîte mail depuis, donc je n'ai pas trouvé la confirmation. Le site date de 2006.
Donc c'est soit fin 2006, soit début 2007, les premières conférences. Donc merci encore de ta... Bon, ça ne veut pas dire que je te répondrai plus jamais. Enfin... Non, mais ça, je n'en ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, merci encore. Tous les bons feedbacks se font sur la durée, systématiquement. Et voilà, pas grand-chose à dire de plus. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de bruit d'omelette. On m'a beaucoup reproché d'avoir fait une omelette, ou des pancakes récemment dans une étude de cas. J'avais oublié de préciser qu'en fait, je prenais des études de cas alors que j'étais en vacances et que j'étais pas du tout obligé, et que je le faisais pour être sympa. J'aurais très bien pu dire aux gens, bah non, tu me rappelles dans 10 jours, dans 15 jours. Je l'ai fait pendant mes vacances et pour quelques bruits de fourchette, je me suis fait insulter. Bon, bah, c'est l'ingratitude des médiocres. Comme eux n'auraient jamais évidemment pensé à travailler pendant leurs vacances, ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un l'ait fait. Bon, bah en tout cas, merci pour ton travail, et puis surtout, parce que bon, à l'époque, quand tu t'es lancé, tu n'étais pas obligé de le faire, déjà de 1, et de 2, c'était absolument pas à la mode. Donc bon, tu as choisi de le faire aussi par passion, et puis pour toutes les personnes qui te suivent et qui ont grandi, entre guillemets, avec ton contenu, merci de l'avoir partagé, merci de l'avoir créé. Et puis, bon, je continuerai à suivre en partie les publications que tu feras, bien évidemment, puisque comme tu l'as très justement dit, quand on a été en capacité de se forger un avis sur un professionnel, il ne faut pas l'abandonner à la moindre événement. C'est mon conseil. Après, chacun fait comme il veut. Bien évidemment. Si vous aimez repartir dans la nature, chercher un bon régulièrement, et bah libre à vous. J'ai envie de dire, allez-y. Voilà. Jacques, une excellente soirée. Eh bien, toi aussi. Salut Stéphane. Salut Jacques, salut Jacques.